Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la démocratisation, de la création d'entreprises à impact. C'est très important, entreprise à impact, et on va en parler avec Christophe Itier, ancien président du mouvement des entrepreneurs sociaux. Il fut haut commissaire et il a créé Mode Emploi. On va en parler, c'est une plateforme très innovante, il est notre invité. Le livre de Smart Job, le guide du casting, sorti chez Erol. On aura donc cette directrice de casting, on parlera cinéma, on essaiera de comparer justement lorsqu'on recrute un comédien, est-ce que c'est la même chose finalement qu'un recrutement traditionnel? On fera le point avec l'auteur Claire Coulange, elle sera notre invitée. Et puis le cercle RH, les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, avec beaucoup d'actualités. Évidemment, la réforme des retraites, l'index senior, ça se passe pas très bien. On parlera des chiffres du chômage aussi, c'est une bonne nouvelle, les chiffres baissent. Et on parlera par ailleurs de la pénurie d'emploi parce que les deux sont intimement liés et on en parlera avec les experts de Smart Job. Et puis enfin, pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, on parlera des soft skills dans le domaine de la mode et du luxe et on en parlera avec une spécialiste, Vanina Beretti, fondatrice de Upwear Creative. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la création d'entreprise. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau, cette envie de créer de l'entreprise. Et les chiffres explosent. Il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui créent leur boîte. Mais on va parler des entreprises à impact. Et on en parle avec Christophe Itier. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, ancien, c'est toujours agaçant de citer les titres avec marqué ancien devant. Ancien président du mouvement des entrepreneurs sociaux, ancien haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et créateur aujourd'hui de Mode Emploi. Juste d'un mot, il y a une totale cohérence entre votre parcours précédent et ce dont on va parler, qui est Mode Emploi. C'est quoi Mode Emploi? Alors Mode Emploi, c'est une nouvelle plateforme qui vient d'être lancée donc, le 14 novembre dernier, donc elle est toute jeune, et qui vise à aider les citoyens, vous l'avez dit, qui aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat, mais aussi qui cherchent à aligner cette volonté d'entreprendre avec des valeurs, avec du sens, de répondre à des enjeux écologiques, sociaux, sanitaires, de handicap, d'éducation. Bref, ces citoyens qui veulent créer leur projet utile pour la société, les aider à rentrer dans un écosystème qui est un peu compliqué, qui est encore plus compliqué qu'une entreprise classique, parce qu'elle conjugue de l'économique, de l'écologie et du social. C'est ça, l'économie sociale et solidaire. C'est très intéressant parce que Mode d'emploi, l'équipe qui vous entoure, c'est des gens qui viennent, il faut quand même le dire, c'est un très beau produit, qui viennent de l'audiovisuel, donc qui savent faire de la télévision. Et on voit aujourd'hui la transposition de la télé sur le net. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre une rencontre directe entre un citoyen qui peut habiter Maubeuge et qui a un peu peur de créer sa boîte et des personnages ambassadeurs et inspirants. C'est ça l'esprit? C'est ça. C'est en fait, ce qui marche dans la création d'entreprise, c'est de rencontrer ses pairs en fait. C'est de dire, je suis porteur de projet, je vais rencontrer un entrepreneur qui porte un projet similaire ou quelque chose qui s'approche de ce que je veux faire. Sauf que ça, c'est plus compliqué. Alors, Maubeuge ou ailleurs, je suis dans le Nord, donc je suis pas vexé par le fait que vous avez... J'ai cité Maubeuge, ça peut être Albi. Voilà. Mais en tout cas, c'est plus compliqué quand on est dans certains territoires, quand on s'estime un petit peu loin de tout ça, de ces changemakers, de ces super-héros qu'on présente souvent face auxquels on ne se retrouve pas forcément, on se dit mais c'est pas moi, ça. On se projette pas et on se dit finalement moi c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'ai pas les réseaux, comment je fais pour développer mon projet? Et donc là l'idée c'est vraiment d'avoir quasiment un face à face avec un entrepreneur qui explique, qui ouvre le coffre de son projet en disant voilà les bonnes idées que j'ai au départ, ce que j'ai dû abandonner parce que c'était pas une bonne idée, ce que j'avais sous-estimé, comment j'étais financé par qui, comment j'étais accompagné par qui, et de là vous avez une espèce de boîte à outils qui vous permet ensuite vous de rentrer dans un écosystème et de dire voilà moi c'est un peu ça que je voudrais faire, même si à l'arrivée c'est autre chose que vous allez finalement développer, c'est pas grave. Au moins, vous partez d'expériences qui ont réussi dans un territoire donné. D'ailleurs, de vous à moi, Christophe Itier, c'est souvent le cas. On part d'une idée dans son salon et on crée sa boîte. Et finalement, ce qui va, au bout d'une année ou deux, va se transformer, va évoluer. Tout est gratuit, il faut quand même le préciser, parce que ce qui est intéressant aussi, il faut aller évidemment voir Mode d'emploi, s'y inscrire, c'est que vous avez derrière un réseau de partenaires. C'est ça qui est intéressant. Exactement, on n'est pas juste dans le numérique. Le numérique ne fait pas tout. Il a d'énormes avantages parce qu'il massifie, en fait. C'est un de nos enjeux de massifier l'information et l'accès à l'information. Il y a déjà plus de 70 tutoriels qui sont présents sur le site. Il y en aura 300 d'ici la fin de l'année 2023, partout en France, sur toutes les thématiques. Mais comme vous l'avez dit, l'important aussi, c'est de passer au réel. Et pour passer au réel, en fait, on a une
communauté d'une quarantaine de partenaires, un peu plus d'ici la fin de l'année, qui sont prêts à accompagner les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'un utilisateur de mode d'emploi va s'inscrire sur notre plateforme, tout ça est gratuit, il le fait volontairement ou pas, il peut juste consulter, mais s'il s'inscrit, nous on s'engage à le questionner sur son projet et à le mettre en relation avec des vrais gens dans les vrais territoires. Est-ce que ça vous choque si je vous dis finalement que c'est une forme de mentorat numérique un peu plus amélioré que le mentorat traditionnel? Est-ce qu'il y a un peu de ça? Il y a un peu de ça, en tout cas, c'est une entrée accompagnée, c'est une guidance en fait, vers... l'aventure entrepreneuriale est solitaire. Il ne faut pas qu'elle le soit trop. Elle devient solidaire, là. Et là, exactement. Elle est solitaire et elle devient solidaire. Coupez ma punchline, je vous remercie. C'était votre punchline. C'était ça, votre idée. Quand même, sur le fond, l'entreprise d'impact, parce que... Ouais. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises et vous dites, et c'était le début de notre échange, aujourd'hui il y a une recherche de sens. Est-ce que vous sentez, et c'est le message que vous faites passer, si vous avez une idée et que c'est une idée impact, à quel moment d'ailleurs on sait que cette idée elle est impactante, à impact ou pas? Parce que c'est un peu compliqué ça. Bien sûr, alors après, en France on aime bien créer des cases, des normes, etc. Donc moi je suis plutôt d'âme entrepreneuriale, donc allons-y tranquillement. Il y a des entreprises qui se créent sur un modèle économique un peu classique, mais qui par contre, la société évolue, les clients souhaitent avoir des services, des produits qui sont plus durables, les collaborateurs veulent travailler dans des entreprises qui sont également plus durables, et bien tout ça, les projets à un moment donné bougent et vont vers l'impact. Ça c'est un premier chemin, mais après il y a des vraies problématiques à l'origine. Voilà, se dire comment je lutte contre l'échec scolaire, comment l'intergénérationnel je le gère différemment que coup de business tel que Orpea. Voilà, tous ces sujets-là, c'est comment on aborde les questions sociales sous un angle économique, comme les questions écologiques. Ça démarre novembre. Inscrivez-vous, allez d'abord voir, inscrivez-vous, vous aurez un diagnostic, vous allez pouvoir centrer évidemment les besoins et il y a quand même aussi des enjeux financiers, parce que j'imagine que ceux qui vont s'inscrire ou qui se sont déjà inscrits vous disent bon, moi j'ai le projet, mais le problème c'est qu'il me manque une banque, il me manque un accompagnement, je ne sais pas où aller. Ça aussi, c'est un élément important. Bien sûr. Alors d'abord, on embarque des banques avec nous, parce qu'on a beau être dans l'impact, l'argent demeure le nerf de la guerre, même s'il est orienté vers l'impact social et écologique. Et donc, on a notamment notre premier partenaire est BNP Paribas. Et donc, c'est... et qui annonce d'ailleurs se désengager des énergies fossiles. Vous avez vu les annonces eux aussi pivotent, essayent de faire pivoter de manière accélérée leur projet. Donc, on a BNP Paribas, on a la BPI, qui est la banque publique, qui met à disposition des outils sur l'entrepreneuriat. Donc, on s'entoure de France Active, qui aussi finance aussi ces entreprises à impact. Donc, on a toute une communauté d'investisseurs, de banques qui sont prêtes à aider ces projets. L'étape suivante, parce que là vous êtes déjà projeté, vous nous dites qu'il y a 300 vignettes vidéo qui vont permettre ensuite de pouvoir choisir. J'imagine qu'il y a des secteurs d'activité très variés pour avoir la palette la plus large. L'étape suivante, c'est quoi? Vous l'avez déjà en tête forcément. Alors l'étape suivante déjà, c'est de faire en sorte d'évaluer notre impact. C'est pas tout de dire on promeut l'entreprise à impact, c'est d'évaluer notre impact, c'est de dire combien des utilisateurs de mode d'emploi vont vers effectivement la création. Ça, vous y tenez beaucoup, l'idée d'un tableau de bord, de savoir exactement ce que ça produit. Je pense qu'on ne peut pas vanter l'impact et pas se l'appliquer à soi-même. Donc, ça me paraît un peu élémentaire. Et donc, l'idée, c'est déjà d'accompagner qualitativement ces entrepreneurs, de vérifier s'ils s'engagent ou pas dans l'entrepreneuriat, quels sont les freins. Aussi, avoir un moment de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, parce qu'on va avoir en vrai une photographie des difficultés des entrepreneurs, et donc on va pouvoir porter auprès des ministres un certain nombre de difficultés que rencontrent aujourd'hui les entrepreneurs. Et puis on a, parce qu'on est un peu démago quand on veut changer le monde, on a pour ambition aussi de passer à l'international assez rapidement, notamment à l'aune des Jeux 2024, puisque Paris, la France va devenir la capitale du monde. Ça a du sens. C'est de faire en sorte que ces initiatives, et j'en ai vu beaucoup dans mes fonctions précédentes, SM aussi, partout dans... Au-delà des frontières. Exactement. Parce qu'on l'aura compris, il y a évidemment un travail d'interaction, puis il y a l'idée de modéliser des initiatives bonnes, réussies, localement. Et grâce évidemment à l'amplification de modes d'emploi, eh bien, on pourra évidemment le modéliser sur le territoire et ailleurs. Merci Christophe Itier de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes à la tête de Mode d'emploi après un très long parcours. Je ne vais pas revenir sur les anciens dans l'économie sociale et solidaire. On tourne une page. C'est le livre de Smart Job comme chaque semaine. On va parler des castings, casting au cinéma. Alors évidemment, ça fait rêver, des paillettes dans les yeux. Est-ce que c'est la même chose que de recruter un directeur ou quand on chasse évidemment des têtes dans des grands cabinets? Peut-être. On en parle tout de suite avec notre invitée. Elle est l'auteure d'un livre justement sur ce sujet.
le livre de Smart Job, comme chaque semaine, alors avec un thème. Vous allez penser un peu décentré, mais vous allez bien comprendre que pas forcément par rapport à notre émission. Le guide du casting, il est sorti chez Erol, vous allez découvrir la couverture de cet ouvrage, évidemment avec ce fauteuil où attendent les comédiens entre deux prises. Et son auteur, Claire Coulange, est avec nous, elle est notre invitée, directrice de casting, ça vous va comme titre? Ah bah oui, c'est mon métier. C'est votre métier, et auteur de ce livre. D'abord, une question un peu traditionnelle, mais plus impactante encore pour vous. Souvent, les directeurs de casting sont un peu des femmes et des hommes de l'ombre. Ils sélectionnent, on les voit peu. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre? Quel a été le dessein profond de la création de ce livre? C'était pour aider les comédiens, la première chose, parce que j'ai pu voir en commençant ce métier il y a une vingtaine d'années l'évolution du métier. Et de voir qu'on est passé à des choses, à des castings maintenant qui sont avec des codes, des choses, voilà, maintenant on va de plus en plus vite, etc. Et j'ai vraiment vu l'évolution où avant on se présentait à un casting, on demandait une lecture vite fait, où on rencontrait un réalisateur et on pouvait être choisi. Et maintenant, voilà, comme beaucoup d'autres métiers, ça s'est vraiment professionnalisé. Et je me suis dit, voilà, il faut que les acteurs ils aient conscience de ce qu'on attend d'eux pour qu'ils puissent au mieux réussir un casting. Vous expliquez dans votre ouvrage que le rôle du casteur, c'est celui d'un recruteur. Alors évidemment, un casteur, il y a un petit côté étoile dans les yeux, c'est Cannes, c'est le cinéma, ça fait rêver, mais in fine, est-ce que vous assumez ça, finalement, d'être aussi une recruteuse? Oui, mais avec des particularités, on imagine. Voilà. C'est qu'il y a à la fois des choses objectives, on doit répondre à des demandes avec des briefs, comme peut-être dans une entreprise normale, on doit, voilà... On cherche ça. Mais après, nous, notre métier, selon pour quelle chose on le fait, si c'est ciné, pub et tout, c'est déjà différent. Et plus il y a de l'artistique, plus il y a de la subjectivité, et plus il y a de la création et de la créativité. Si on fait une pub, ou alors là, ça va être vraiment des briefs où il faut pile trouver, comme peut-être un recruteur, il faut tel type de physique, tel type d'âge, de nanana. Et là, vous arrachez les cheveux, excusez-moi, parce que parfois, les chasseurs de tête en recrutement, le client leur demande des choses, c'est le mouton à 5 pattes. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des gens, on est obligé de, certains font du casting sauvage, à mettre des annonces un peu partout, à aussi arrêter des gens dans la rue, mais c'est particulier. Moi, c'est pas du tout ce que je préfère. Enfin, j'en ai eu fait en commençant, mais j'en fais plus du tout parce que moi, je préfère faire travailler des comédiens. Je travaille essentiellement en fiction, ce qui est pas pareil. Et de travailler en fiction, et plus on est dans des films, on va dire d'auteurs, plus il y a une part de créativité où on peut même proposer des choses inattendues qui correspondent pas forcément au brief. Donc c'est là où ça s'éloigne vraiment du côté recruteur classique. Claire, je fais des passerelles en permanence entre les invités qui viennent chez nous et qui font du recrutement traditionnel. Il y a parfois le cadre sup ou le président ou le patron qui a décroché un peu, il se retrouve surdimensionné par rapport au poste. Et vous voyez bien à quoi je fais référence, c'est le comédien très connu et qui va être un peu décentré. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas des décalages parfois entre des comédiens moins connus et des comédiens stars? Comment on marie ces équipes? Est-ce que ça, c'est un travail d'alchimie aussi du recruteur et de la casteuse? C'est-à-dire de marier subtilement les équipes. Et on le voit aujourd'hui dans les entreprises, c'est ça l'idée, c'est de marier les équipes. De toute façon, on est déjà obligé d'avoir un sens, oui, d'alchimie, de savoir qui pourrait aller. Mais déjà avec le metteur en scène, souvent. Ça commence là. On sait qu'on présente pas forcément les mêmes acteurs à des metteurs en scène différents parce que c'est un univers. Mais des fois aussi, on a envie de les surprendre. Mais on sait qu'il y en a, ils aiment les surprises et d'autres pas du tout. Ils veulent vraiment des choses très carrées. Mais effectivement, après, les gens connus, le problème après, ça c'est un autre souci, c'est on nous demande de plus en plus, pour des raisons financières, même en télé, d'avoir... Bankable. Voilà, même en télévision. Et donc là, on va dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est pas nous qui décidons de Ce ça. que vous nous dites, c'est que ça ne peut pas faire émerger finalement des visages moins connus, parce que la télévision et le cinéma évidemment, mais sont vraiment dans une stratégie de bankable. Oui, c'est dommage. J'espère vraiment que ça va changer. Voilà, parce que je me dis, il faut absolument qu'au moins dans les rôles secondaires, il y ait des nouvelles têtes, qu'on ne mette pas une brochette de gens trop connus sur tous les rôles, comme c'est la tendance actuelle, parce que même nous, en tant que casting, on a moins de travail et c'est même moins enrichissant. Dans l'entreprise, aujourd'hui, on dit que les salariés ont un peu pris la main, et même pour les chasseurs de tête, on voit qu'aujourd'hui, le marché est très dynamique, et les chasseurs de tête disent finalement que pour certains postes, dans la tech notamment, c'est le développeur, c'est l'ingénieur qui fixe son prix. Est-ce que ça, c'est un enjeu aussi pour vous? Parce que quand vous prenez
des comédiens trop connus et trop chers, parce que c'est une exigence, le prix du film, en bout de chaîne, il est plus cher, non ? Oui, mais enfin, ça, justement, on doit rentrer dans l'enveloppe du film. Donc ça veut dire que c'est à vous de les convaincre qu'ils pourront faire ce film, mais pas au tarif où ils le font d'habitude. Non, parce que ça, nous, on ne parle pas d'argent avec les agents. D'accord. Non, nous, on n'a pas, du coup... mais on doit répondre à la demande d'une enveloppe. Justement, des fois, on va dire au producteur, tu nous demandes ces gens-là, mais attention, ils coûtent tant, parce qu'on a quand même une idée de... Tu ne pourras pas aller les chercher. Donc, ça ne sert à rien de leur envoyer le scénario, parce que tu ne pourras pas les payer. On a ce rôle de garde-fou aussi, d'avoir conscience de l'enveloppe globale d'un film. Vous avez une autre contrainte, Claire, et il faut lire ce livre parce que c'est effectivement un livre extrêmement instructif et qui traverse votre expérience de directrice de casting. Il y a aussi l'intermédiaire de l'agent, vous l'avez évoqué très brièvement, mais vous n'êtes pas toujours en frontal avec les comédiens, même si vous les connaissez et que depuis le temps, vous les fréquentez. Les agents, ils s'occupent, les acteurs connus, puis même, en général, on passe par les agents, parce que moi, je respecte beaucoup ce métier. C'est quand même eux qui... en fait, protègent les comédiens, savent bien... Donc vous passez plus de coups de fil à des agents qu'à des comédiens en direct, ça, oui. je voulais dire. Ah oui. Après, sauf les comédiens qui n'ont pas d'agent, évidemment, je les contacte s'ils n'ont pas d'agent. Mais voilà. Si c'était à refaire, vous le referiez, ce métier ? Est-ce qu'il vous remplit ? Est-ce qu'il il donne du sens à votre vie, puisqu'on ne parle que de sens en ce moment ? Oui, comme je l'ai fait... mais maintenant, il y a un peu de nostalgie, comme vous dites. Voilà, parce que ça devient plus difficile. C'est un métier qui, j'espère, va pouvoir être un peu plus... Je l'ai écrit aussi, le livre, pour que le métier soit un peu plus reconnu dans la chaîne de fabrication, parce que justement, on est dans l'ombre, mais des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour connaître tous les acteurs, pour trouver le bon acteur à la bonne place. C'est très subtil. Il faut connaître énormément d'acteurs. Avant de nous quitter, Claire, est-ce que sur votre canapé, tranquillement, quand vous regardez un film, une série, une fiction, et que vous savez que vous êtes à l'origine de cela, vous dites j'ai fait les bons choix. Ça marche à l'écran. Mes recrutements sont les bons. Ah bah c'est le but, c'est le but, oui. Je regarde toujours ce que j'ai fait pour voir. Même des fois, j'ai fait un pari sur quelqu'un que je ne connaissais pas trop. Et je vérifie toujours de me dire est-ce que ça marche. Et c'est ça c'est une super satisfaction, même de se dire si j'avais pas eu cette idée, le film n'aurait pas cette couleur-là. C'est le côté artistique de ce métier qui est quand même très satisfaisant. Juste avant de partir, parce que ça c'est quand même aussi les subtilités de ce métier, vous évoquiez tout à l'heure la lecture rapide, on fait le plan, ça match avec le réal et puis on signe. C'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des cahiers des charges. Ça dure combien de temps les castings aujourd'hui ? C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fastidieux ? Non, c'est plus court. C'est plus court. Oui. On a 3-4 semaines en télé. Et il faut faire... Pour boucler le casting. Pour faire tout le casting. Après, mais même s'il n'y a pas beaucoup de rôles, après, ça fait qu'on peut proposer moins de gens, parce que si on a moins de jours, et puis les semaines dont je vous parle, ça comporte la préparation. C'est pas... ça se trouve, on a une semaine pour recevoir les acteurs, et des fois, on leur demande de se filmer. C'est en pleine... ce métier est en plein changement. Mais bon, et 4 semaines, tout compris. Tout compris. Prépa, plus accueil des comédiens, des acteurs, pour leur dire voilà tel rôle. On est qu'en prépa en casting, on est avant le tournage, ce qu'on appelle prépa. Et dernier mot, il vous arrive d'être aussi porte-parole du comédien, parce qu'on voit dans votre livre l'amour que vous portez à ce métier et aux comédiens qui vous disent écoute, ce rôle il est trop petit pour moi, je suis étriqué, j'ai vu le texte, ça me va pas. Fréquemment les comédiens disent ça. Oui, mais après, moi, je préfère toujours proposer, en fait. Et vous renégociez parfois en allant voir le réal ou en allant voir les gens de l'équipe en disant je pense qu'il peut faire plus, il peut donner plus. De toute façon, on est le porte-parole, effectivement, des comédiens. À chaque fois, de se dire c'est dommage même ou de mettre telle personne... Vous le gâchez, là. Là, oui, surtout si c'est une série, de dire qu'il faut le garder pour un autre rôle plus important. Oui, notre intérêt, on est du côté du comédien à chaque fois. Métier assez incroyable, métier du recrutement, effectivement, qui est une des facettes du recrutement assez magique et secrète d'ailleurs, in fine, puisqu'on ne sait pas grand-chose finalement de vos métiers, des secrets de ce métier. Lisez le livre de Claire Coulanges, le guide du casting, édition Erol. C'est un vrai plaisir d'accueillir une directrice de casting. On a beaucoup de DRH, pour tout vous dire, sur ce plateau. Et c'est très rare d'accueillir une directrice de casting. Bon vent pour la suite de tous les comédiens que vous allez recruter et accompagner et faire en sorte que certains deviennent des stars du petit et du grand écran. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. On va parler évidemment de l'actualité. C'est le cercle des experts comme chaque vendredi. Les retraites, l'index senior évidemment, le chômage qui baisse et on parlera de la pénurie d'emploi qui est un autre sujet sensible. C'est juste après la pause et c'est des experts de Smart Job évidemment.
Le cercle des experts et le débat autour de l'actualité très riche. On va parler de deux sujets majeurs, la baisse du chômage et évidemment la réforme des retraites avec le débat et je dirais la polémique autour des propos de Franck Riester sur oui, les femmes vont pâtir de cette réforme et l'index senior dont on parle depuis très longtemps sur ce plateau, porté notamment par la NDRH. Mes invités sont là. Véronique Reilsout, merci d'avoir répondu à notre invitation, présidente de Backbone Consulting. Et sur votre petit cahier, vous avez quelques chiffres. On va suivre aussi l'opinion et ce que dit, comment réagit l'opinion à l'égard notamment des retraites, mais peut-être aussi de la baisse du chômage. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Commençons par le chômage. Alors vous allez me dire pourquoi il ne démarre pas par les retraites. Parce que le chômage, c'est très intéressant. Le gouvernement a comme objectif le plein emploi, 114 000 demandeurs d'emploi en moins selon les chiffres de la DARES et de Pôle emploi au 4e trimestre. Il y avait une stagnation. Le chômage baisse très nettement. On va voir d'ailleurs les chiffres clés en catégorie A, B et C, 4e trimestre 2022. 5,3 millions de demandeurs d'emploi, baisse de 0,8 par rapport au 3e trimestre, c'est pas rien. Baisse de 5,1 sur un an et passage sous les 5,4 millions aux premières années 2014. Qu'est-ce que ça vous dit, cette baisse du chômage ? Non, mais je le resitue dans l'enjeu dans lequel on rentre. De nouvelles manifestations, de nouvelles contestations. L'économie va bien. Enfin, c'est très troublant comme situation. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet du rationnel. Les chiffres que l'on voit là, qui ne sont pas contestables, qui sont formidables. On n'a jamais eu un taux aussi bas depuis 11 ans. Enfin, voilà. Et puis, il y a la réalité du porteur de message, qui fait qu'on l'écoute plus ou moins. Et enfin, il y a la réalité de la perception dans l'opinion. Et donc, c'est toujours, en météo, vous savez, on dit il y a la température et la température ressentie. Ouais. Bien là, c'est un peu pareil. C'est exactement ça. C'est la notion du ressenti. Et pourquoi le ressenti ? C'est qu'en fait, vous avez toujours un cousin, un voisin, un ami qui est encore au chômage. Ou qui est précaire. Ou qui est en situation précaire. Ou vous avez énormément de témoignages, par exemple, sur les réseaux sociaux où les gens expliquent, oui, j'ai trouvé un boulot, mais j'ai dû déménager. Du coup, ma femme, c'est compliqué. Du coup, voilà, ça donne des situations. Le chiffre est trop lisse, finalement. Oui, et il ne reflète pas la réalité du ressenti parce que souvent, ce sont des emplois jugés plus précaires. Ça demande une mobilité qui fait que ça fait exploser des cellules familiales, qui fait que... voilà, c'est plus compliqué que simplement des chiffres, même si ces chiffres sont justes, sont bons. Voilà, le ressenti est un peu différent. Il y a plusieurs manières de les analyser, parce qu'il y a évidemment la manière dont le gouvernement peut les utiliser en faisant de la politique avec ces chiffres, et il y a la réalité aussi sociologique de ce que ressentent les Français. Je redis, il y a quand même... C'est quand même assez troublant au moment où on va de nouveau enclencher un nouveau round de manifestations le 31 janvier, avec des contestations, avec une opinion qui ne suit pas. On a un chômage qui baisse. Ça peut être un levier de retournement de la situation, ou est-ce que c'est bien deux choses bien différentes ? Comment vous le ressentez, Olivia ? Effectivement, il y a deux lectures. Il y a, d'un point de vue politique, effectivement, ça montre quand même, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on s'attend à une vague voilà, le mur de la dette, à une vague des redressements judiciaires. Et ça fait 3 ans qu'il ne se passe rien. Donc, d'un point de vue purement politique, effectivement, le gouvernement peut se féliciter que la politique du quoi qu'il en coûte, finalement, a fonctionné. Mais là où je rejoins, évidemment, c'est qu'il y a une différence. En fait, c'est un chiffre qui est quand même isolé. Donc, voilà, c'est un indicateur positif, mais qui est dans un marasme très négatif. Auquel on a du mal à croire. Enfin, je veux dire, même si le chiffre n'est pas contestable. Alors, ou en tout cas, quel impact vraiment ça va avoir dans la vie réelle des gens ? C'est-à-dire je pense qu'il y a une différence, surtout en communication, d'un point de vue sociologique, entre la réalité et la perception de cette réalité. C'est-à-dire que cet indicateur, s'il était positif, il est positif, mais entouré d'autres indicateurs très positifs, le moral qui est bon, la psychologie des Français qui est bonne, un avenir certain, voilà. Et là, c'est pas le cas, donc c'est un peu compliqué. Tiens, pour faire écho à ce que vous dites, Véronique, juste regardez cette phrase, parce que c'est exactement ce que vous avez analysé, la phrase d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Regardez ce qu'il dit. Le plein emploi, c'est aussi le bon emploi. Nous poursuivons notre mobilisation. C'est exactement ce que vous évoquez. Catégorie A, on peut avoir travaillé une journée et de sortir en fait des chiffres de Pôle emploi. Il y a quand même un enjeu assez étrange, une sorte de dichotomie entre ces Français qui vivent bien et qui continuent à créer de la richesse, qui continuent à vivre convenablement. Je ne parle pas des milliardaires, je les mets de côté, ceux dont on a parlé, à qui on veut couper le courant. Et puis il y a une partie de la France,
des Français qui décrochent. Est-ce que ça, vous le ressentez à travers l'opinion, à travers l'analyse de l'opinion? Oui, on le ressent fortement, toujours pareil, avec beaucoup de témoignages très concrets qui parlent à chacun et qui se dit je ne suis pas isolé, nous sommes nombreux à vivre ça. Et puis, vous avez du coup une espèce de colère latente qui monte et qui donne place à des théories plus ou moins justes. En particulier, on parlait des chiffres. Quand ils sont sur la baisse du chômage, quand ils sortent, il y a un contexte quand ils sortent. Alors, il y a le contexte de la contestation, on reviendra dessus sur la retraite, mais il y a un autre sujet, c'est qu'il y a une réforme de l'assurance chômage. Oui. Et que du coup, les gens disent, oui, mais en fait, c'est pas vraiment une baisse. C'est lié à la réforme Voilà. qui est entrée en vigueur. Et donc, du coup, il vous explique, oui, il y a vraiment maintenant deux mondes. Il y a ceux qui ont droit à des vrais boulots, il y a ceux qui peuvent sortir vraiment du chômage, et puis ceux qui sont sortis de façon un peu indirecte. Et que ce soit vrai que ce soit vrai ou pas, la réalité, c'est qu'ils le ressentent ainsi. Et puis, il y a des témoignages extrêmement bouleversants. Et de fait, chacun se projette. Et sans parler des radiations, les chiffres ont progressé, la réforme a enclenché, ce qui veut dire qu'une partie aussi de chômeurs de longue durée vont basculer dans d'autres formules intermédiaires juste avant le RSA, qui est la formule vraiment la plus extrême. Comment vous l'expliquez, Olivia? Alors je ne sais pas si vous avez d'ailleurs une explication, mais on a une pénurie de candidats. C'est-à-dire qu'au moment où le chômage baisse, on nous dit que c'est pour répondre à une économie qui ne se porte pas si mal, donc ça c'est peut-être de la communication gouvernementale, mais dans la réalité des faits, on a aussi des entreprises, et elles viennent sur ce plateau, qui nous disent « nous, on ne recrute pas, on n'y arrive pas, on n'a pas de candidats, et quand ils viennent, ils restent 2 jours et ils s'en vont ». C'est quand même, on est quand même dans une situation très troublante. Oui, parce que la place du travail n'est plus la même en fait qu'avant. Quand on parlait tout à l'heure du bon emploi, en fait, il faut se rappeler que la dernière révolte sociale, les Gilets jaunes, le problème, c'était pas le taux d'emploi, c'était la dignité du travail. Et donc, effectivement... Le bon emploi, donc, comme le bon emploi. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui est important, c'est la dignité du travail. C'est-à-dire que... c'est pour ça que ça pas forcément, ces chiffres-là n'ont pas forcément d'impact sur le mental des Français. Et qu'effectivement, certaines entreprises, dans différents secteurs, qui sont assez ciblés, c'est souvent les mêmes, la restauration, les métiers du care, etc., qui sont des métiers précaires, qui sont des métiers parfois qui manquent de sens. Et là, on a du mal à recruter. Et effectivement, c'est un problème, je pense, qui va amener à durer. Gros déficit de main-d'œuvre d'ici 2030 dans l'ouest et le sud de la France. Donc, ce sont des prévisions. Ça aussi, là, on s'arrache les cheveux. C'est-à-dire que l'économie va bien, le chômage baisse, mais en même temps, on n'arrive pas à recruter, on peine à trouver des candidats. Et au même moment, on demande aux Français de travailler plus longtemps. Enfin, c'est quand même une équation, puisque j'enchaîne sur les retraites, vous voyez. Tout ça est sur la table. De paradoxe. Et c'est aussi un sujet entre l'offre et la demande, une espèce de dichotomie entre les deux. Et de la formation initiale de la formation initiale, et aussi d'une donnée qu'on n'a pas évoquée, qui est le Covid, qui a changé quand même le rapport au travail pour beaucoup de gens. La réalité d'une jeune génération qui n'attend pas forcément la même chose, qui a vu leurs parents beaucoup souffrir, beaucoup se donner, et finalement pour un résultat qui n'était pas toujours simple. Les premières lignes. Donc, compliqué. Le sentiment des fameuses premières lignes, vous avez raison, qui se disent on nous a applaudi, mais in fine, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc il y a ça explique ces pénuries. Et puis après, en région, il y a une réalité qui est les régions où on sait qu'il va manquer, ce sont des régions plutôt âgées, avec des populations un peu plus âgées. Et donc, on va rejoindre votre autre sujet. Les retraites. C'est un peu compliqué. Et puis bouger, c'est pas si simple que ça. La mobilité, tout le monde explique que c'est facile. La mobilité, quand vous êtes en couple avec des enfants, posés, ancrés dans votre région, vous avez vos amis, votre famille. C'est un vieux débat, le débat de la mobilité. Il y a 20 ans, on en parlait déjà. Soyez plus mobile. Et en même temps, on a une maison et que c'est compliqué. Et puis on voit bien, vous avez des jeunes enfants, les grands-parents qui peuvent vous aider. Si vous partez de votre région natale, qui va vous aider? Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que simplement dire... Véronique, pour basculer sur les retraites, c'est intéressant d'avoir un focus opinion. Qu'est-ce que dit l'opinion? Le ELAB, le sondage, parce que ça vous concerne très directement, montrait que les Français étaient toujours, j'allais dire solidaires, je pèse mes mots, enfin en tout cas, soutiennent le mouvement de manifestation et que ça progressait depuis 15 jours. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres? Les mêmes chiffres, on va sortir un sondage dont je n'ai pas encore les résultats, mais des résultats intermédiaires qui montrent que ça progresse, même le soutien. Soutien ne veut pas dire adhésion. Oui. Mais soutien. Le sentiment d'injustice lié à cette réforme a progressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il progresse même chez les gens de droite qui étaient plutôt partisans. On le voit à l'Assemblée, le calcul est complexe. Et ensuite, on voit que ce qui n'a pas fondamentalement changé, c'est que les Français pensent qu'elle va passer, cette réforme. Enfin, on nous dit qu'elle va passer avec le 49.3.
Voilà, Ou ric-rac, voilà. comme on dit. En gros, ils se disent ça va passer, mais pour autant, ils ne sont pas satisfaits. Et leur sujet est de dire, nous, on ne peut pas faire grève pour une grande partie des Français. Oui. On a envie d'exprimer notre mécontentement. Comment l'exprimer? Donc, c'est en soutenant ceux qui font grève, en étant conscient que ça aura des conséquences sur leur vie. C'est aussi ce qu'on appelle le slacktivisme. Donc, vous cliquez sur les réseaux. Donc, la pétition qu'a lancée l'intersyndicale a connu un succès incroyable. Enfin, l'idée, c'est que les gens ne sont pas très contents. On vit tous azimuts, on conteste. Et c'est tout azimut, tout âge, toute idée politique, sachant qu'il y a une population qui monte. On vient d'en parler parce qu'ils font défaut pour l'emploi, mais c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont de plus en plus remontés sur le sujet. Et le chômage a baissé chez les jeunes, je le précise. Oui, mais en fait, leur sujet sur la retraite, c'est de dire, une fois de plus, on ne doit rien dire. Vous nous laissez une planète pourrie, vous allez nous laisser une situation économique pourrie aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait nous écouter 2 minutes? Alors, les jeunes, d'ailleurs, pour être un peu précis, ne sont pas mobilisés sur le premier round de manifestation, vous l'avez vu. Les lycées n'ont pas été occupés, mais il semblerait que ça monte assez fortement. Olivia, je voudrais quand même qu'on fasse un focus sur ces femmes. Parce que Franck Riester, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a fait une petite boulette qui a été rectifiée dès le lendemain par Elisabeth Borne, qui a rectifié dans l'hémicycle, par Olivier Véran, le porte-parole, qu'on dit mais non, pas du tout. Lui, il dit oui, il faut assumer, les femmes seront pénalisées. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le texte, mais oui, effectivement, les femmes déjà étaient pénalisées et en fait, ils ne rectifient pas l'injustice. Est-ce que vous partagez cette idée ? Alors oui, non, dans le sens où effectivement, donc on va travailler, surtout les personnes de ma génération, qui sont nées dans les années 80, 4 à 8 mois de plus que les hommes. Et en même temps, là, on est quand même dans un débat très politique, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de contestations contre la personnalité d'Emmanuel Macron et contre le gouvernement, au-delà d'être... Oui, c'est ce que vous disiez la semaine dernière, d'ailleurs. Voilà. Mais là où je veux quand même revenir sur quelque chose qui me paraît important, c'est que ce gouvernement, quand même, a intégré donc le congé maternité, ce qui est une révolution pour les femmes, parce que honnêtement, c'était quand même une injustice, mais incroyable. Voilà, donc maintenant c'est intégré. Et c'est surtout, c'est facile de jeter la pierre sur le politique. Je pense qu'on est tous responsables par rapport aux inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Les femmes ont une carrière hachée. Elles pourraient être rectifiées, Olivia. On pourrait les rectifier au sein de la loi. Mais c'est comme de donner un trimestre ou 2 en plus, de s'organiser. Je sais pas. C'est comme si vous disiez aux entreprises, vous deviez rectifier les discriminations, alors que quand vous voyez que les personnes qui sont en master 2 dans les grandes écoles, il y a très peu de diversité. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a une responsabilité qui est plus globale, qui est collective. Les carrières des femmes sont beaucoup plus hachées, beaucoup plus inégales que celles des hommes. Il y a des enfants, il y a des je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres du sexisme, surtout chez les jeunes, qui est quand même en hausse, c'est-à-dire les chiffres ne sont pas très optimistes. Donc à partir du moment où il y a des inégalités dans le foyer, il y aura toujours des inégalités sur le marché du travail. Donc in fine, au niveau de la retraite, ça a un impact, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de ces 4 à 8 mois de différence. Il y a un bruit de fond politique avec des leviers, avec la droite qui continue à faire pression, mais quand même sur le fond, le débat des femmes et des seniors, qui reste 2 axes forts. Le coup de bâton d'Attal qui dit c'est plus incitatif, mais il faudra payer. Bon, ça évidemment le MEDEF est monté. Et les femmes, c'est clair et c'est net. Le ministre lui-même le dit. Mais en fait, ces deux populations, ces 2 catégories, ces 2 catégories extrêmement emblématiques. Donc, même si c'est un peu caricaturé dans les propos, c'est justement parce qu'elles sont emblématiques. Pour les femmes, il y a la notion de double peine, parce que on a quand même, une avancée incroyable sur la prise en compte du congé maternité, mais le nombre de témoignages qu'on peut lire où les gens disent « mais en fait, quand on part faire des enfants, c'est pour votre retraite ». Donc vous ne pouvez pas nous pénaliser d'aller faire des enfants. Parce que la natalité a baissé, ça c'est l'autre équation que je n'avais pas mise. Donc en même temps. Il y a déjà ce point-là. Mais c'est communique. Oui, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Donc elles ne sont pas encouragées en plus, parce qu'elles sont elles payent 2 fois. Et le délit de grossesse aussi, en entreprise, qui est quand même encore assez important, mais qui commence à s'appliquer aussi sur les hommes d'ailleurs, parce qu'on se dit, il va partir en congé paternité. Oui. Donc c'est une forme d'égalité. Et après, il y a une donnée qui est
impalpable, mais qui est vraiment réel. De nouveau, on l'avait particulièrement senti pendant le Covid, c'est la charge mentale pour les femmes, Bien sûr. qui est, on peut vous aider, on peut vous faciliter, mais la réalité, c'est que mener une carrière quand on est une femme et qu'on a des enfants, la charge mentale, elle est plus Et importante. j'irais même plus loin, j'ai l'impression qu'on a Dernier mot. découvert le sujet de la charge mentale au moment du Covid, mais elle était là Ouais. Bien avant. depuis, Ouais, depuis je un m'autorise- certain Là temps. aussi, la charge mentale, c'est un sujet dont on parlait, qui était aussi la question de Bien partager les tâches ménagères, de permettre à une femme de pouvoir avoir une activité de loisir. Cette question était posée. Sur les seniors, il faut être sévère ou pas sur les entreprises? Il faut taper Alors, ou pas? en fait, Est-ce que vous allez être discordante sur ce point? aujourd'hui, il y a quand même un Je pense. capital qui est très important pour les entreprises, c'est le capital réputationnel. Donc, Bien quand sûr. vous touchez à la réputation, c'est compliqué. Donc, mettre Donc un on index- affiche, regardez, c'est le mauvais élève. La politique du name and shame, en fait, même si elle peut être critiquable sur bien des aspects, concrètement, in fine, il y a quand même des résultats. Vous savez, les entreprises n'ont jamais été pour l'égalité homme-femme au niveau des... Enfin, à chaque fois qu'on a acquis, en fait, une égalité... C'était un combat, voilà, hein. ça a été un combat. C'est vrai. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur les seniors. Déjà, il faut dire, voilà, ça nous concerne tous. On sera tous seniors. Enfin, on l'est déjà, d'ailleurs, pour certains. Et du coup, l'idée, c'est vraiment important de revaloriser en fait cette population-là et surtout de la garder dans le marché du travail et quand elle y est, pas l'ostraciser, c'est-à-dire qu'ils soient aussi traités de la même manière. 40 secondes sur les seniors, 40 Véronique. secondes sur les seniors. C'est dur. Coercition, non. Non. Name Comme le and MEDEF, shame, oui. c'est ce que dit le MEDEF. Ouais. Non, parce qu'on a vu que c'est pas forcément ça qui fonctionne. Et il y a une question à la base à laquelle il faudrait répondre. On est senior à partir de quel âge? Parce que dans C'est le les stati- casse-tête. Mais non, mais 45 ans dans les statistiques, c'est 45. 45, c'est hallucinant. Et un autre tout petit élément, quand vous Moi, je suis symbolisez- juste. Hein. Voilà, ben, quand vous symbolisez un senior, donc quelqu'un qui a 45 ans, les pictogrammes qui symbolisent les seniors, C'est les moustaches non, c'est quelqu'un avec une petite avec une canne. tout voûté. Oui, j'ai vu ça. Eh bien, vous pouvez pas dire, il va falloir les garder en entreprise. Les seniors sont notre force vive et avoir ça pour les représenter. Donc déjà, commençons par changer la représentation symbolique très des important. seniors. Merci à vous deux. Puis il faudra réfléchir aussi à la manière dont on ventile de nouveaux emplois pour des seniors qui disent je ne suis plus en mesure d'effectuer la tâche que me demandent les métiers Ceux qui ont physiques. vraiment une canne. Et ceux qui finissent par avoir une canne ou une ceinture gigot pour se tenir le dos. Merci Olivia Copin, Juste Business, enseignante au CELSA. Merci Véronique Reilsoult, Backbone, avec un sondage qui va sortir ce soir à découvrir, mais qui reste dans les tendances évoquées dans tous les autres sondages. L'opinion continue à soutenir le mouvement social. On tourne une page, merci à vous mesdames évidemment, et vous revenez quand vous le souhaitez dans l'émission Les Experts. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, on parle des soft skills, mais dans le luxe et la mode, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement. Alors un recrutement un petit peu spécifique. Aujourd'hui, on a une directrice de casting, mais là, c'est un peu pareil. Recrutement dans la mode, le luxe, la beauté, très très spécifique. Et on va parler des soft skills notamment. Vanina Beretti, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice d'Upwear Creative. Ça fait combien de temps? 18 ans que vous exercez ce métier de chasseuse de tête dans la mode et le luxe? Dans la mode, le luxe, la beauté, les industries qui ont un besoin de forte valeur ajoutée au niveau de leur image et de leur communication. On va parler des soft skills parce que c'est des éléments clés, mais qui sont clés d'ailleurs dans plein de secteurs. Oui. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre métier, du chasseuse de tête dans le luxe et la mode? C'est quoi? C'est particulier? Mais c'est plutôt une spécialisation sur des fonctions, c'est-à-dire que c'est du recrutement qui va être du quasi sur mesure, puisque en fait moi je vais être contactée par des maisons de mode, de beauté, pour faire pour eux une acquisition de talent un petit peu stratégique qui va venir changer des choses ou créer de nouveaux projets au sein de leur maison. Il faut bien comprendre votre métier là quand même, parce que vous allez jusqu'à recruter le directeur ou la directrice artistique d'une maison. Oui. C'est-à-dire celui qui va donner la couleur. Enfin, c'est assez incroyable. L'impulsion, absolument. L'impulsion. Oui, Et là, on se rapproche finalement un peu d'un casting comme au cinéma. c'est exactement ça. On est d'accord. Oui, oui. C'est quoi vos critères, puisqu'on va parler des soft skills? C'est il faut le connaître, il faut avoir vu ce qu'il avait fait, connaître toute son histoire. Enfin, ça vous oblige à une connaissance presque encyclopédique de cet univers. Bah, alors, pour le coup, effectivement, sur ce type de métier, il faut avoir une certaine compréhension des différents ADN des maisons, de l'histoire des créateurs. Sur les fonctions direction de création, direction artistique, effectivement, c'est
de la culture, hein, tout simplement. J'ai croisé quelques DA, comme on dit, quelques directeurs artistiques. C'est quand même des gens qu'on manie avec précaution quand même. Hein. C'est pour ça qu'il existe des chasseurs de tête. En fait, je pense aussi qu'il y a une certaine approche. On ne peut pas s'attendre à recruter un directeur de création en mettant une annonce sur Internet, par exemple, ou attendre que quelqu'un envoie son CV. Sur LinkedIn, je peux chercher pendant des nuits. Oui. Je ne trouverai pas un poste qui correspond. Donc ça veut dire que vous aussi, vous êtes identifié dans ce secteur très, très, très fermé, finalement, comme une référence. Alors, pour certaines maisons, vous ont l'habitude de travailler. C'est quoi les maisons avec lesquelles les marques célèbres? On ne le dit pas? Malheureusement, on ne peut pas le dire. Mais je travaille pour, vous pouvez imaginer, des groupes de luxe qui ont une relative importance. On vous appelle et on vous dit, Vanina. Pour l'instant, oui, c'est ce qui se passe. Exactement. À toi de jouer. C'est quoi le délai d'un recrutement? Alors, quand vous dites soft skills, c'est l'attitude, c'est le fait que ça puisse matcher avec le PDG de l'entreprise, bien sûr. Avec les équipes. Avec les équipes. Et donc ça, c'est quoi? C'est de la vista, c'est du feeling? Vous connaissez le caractère? Comment vous avez identifié tout cela? Alors d'abord, on va partir de la maison. C'est la maison qui a un enjeu. C'est le client. Qui a un héritage, exactement, et qui a une vision, ou qui va peut-être attendre de son futur directeur de création. Qu'elle transforme. Exactement. Un renouvellement, un repositionnement. On part du projet. Donc la personnalité que vous choisissez n'est pas la même, si c'est un prolongement ou si c'est une transformation. Exactement. Et si il y a aussi différentes manières aussi de communiquer autour des directions de création. Il y a des maisons qui vont être beaucoup plus dans l'envie de faire passer leur ADN en premier, et donc d'avoir un studio peut-être un petit peu plus collectif, collaboratif, sans ego particulier. Voilà. Et puis il y a d'autres maisons qui ont besoin, qui veulent ça, exactement, d'avoir, ou alors qui ont la chance d'avoir un directeur de création qui est lui-même très incarné par lui-même, enfin en tout cas qui est quelqu'un qui est aussi un ambassadeur de la marque. Exactement, et qui transpire les valeurs de la maison, et donc qui est l'ambassadeur. Et qu'est-ce qu'on fait quand ces personnes quittent la maison? C'est compliqué en si peu de temps, parce que c'est 18 ans de vie, de travail, de subtilité, de discussion. Vous travaillez avec ceux que vous chassez, vous les situez comment? Parce que ce n'est pas un directeur d'usine, ce n'est pas un directeur ou un CEO d'une entreprise de la tech. C'est quoi? C'est des artistes, c'est des gens sensibles, c'est des gens qu'il faut approcher doucement. Comment on fait? Il faut les approcher pour la plupart relativement doucement, en tout cas discrètement. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être en tout cas rassurées par le fait qu'on comprend leur univers, qu'on comprend leurs enjeux, qu'on comprend leur angoisse. C'est hyper difficile pour un directeur de création de se mettre à nu, de montrer ses dessins, de montrer ses projets. Il faut qu'il comprenne qu'en face de lui, on a de la bienveillance et aussi de la compréhension de ce qu'il pourrait faire. Métier incroyable. Vous êtes une chasseuse de tête vraiment d'un genre très particulier, dans le luxe, la mode, la beauté, avec ces directeurs artistiques notamment, mais pas seulement directeurs communication, marketing, tous les postes évidemment clés. Merci Vanina Beretti d'être venue nous faire partager un petit peu les secrets de votre métier Upwear Creative. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, merci à Théo à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchac, que je remercie évidemment, comme chaque jour, et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je serai là lundi. D'ici là, passez un agréable week-end. Bye bye.